Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec notre ami Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, auteur de 18 livres, nous avons intitulé notre tour de table Boris, la Commune, la série Houellebecq. Alors je vais commencer avec l'Angleterre. Le 16 mars, Boris Johnson a fait un discours au Parlement anglais qui est passé presque inaperçu en France et en Europe. Et c'est un grand dommage, parce que c'était un discours de géopolitique. C'était son premier discours de géopolitique après que le Royaume-Uni ait quitté l'Europe avec le Brexit. Je rappelle à tout le monde que le Brexit a eu lieu il y a 3 mois. Un document d'ailleurs de 100 pages. Alors qu'est-ce qu'il dit dans ce document, Boris Johnson? Quelle est la vision de l'Angleterre d'après le Brexit? Il veut faire en sorte que le Royaume-Uni devienne plus puissant, plus sûr et riche. Et déjà, il le définit en définissant que l'allié principal des États-Unis, du Royaume-Uni sont les États-Unis. Donc effectivement, le Royaume-Uni se détache de l'Europe et se rallie avec son ancienne colonie, les États-Unis. Donc il renforce de nouveau ce lien spécial qu'il a avec ce pays-là. Au niveau militaire, le Royaume-Uni Boris Johnson, bien sûr, s'engage à investir 32 milliards de dollars pour augmenter et moderniser l'armée anglaise, pour qu'elle fasse face aux prochains défis de ce siècle. Et aussi, très particulièrement, il veut augmenter son arsenal nucléaire, tout en ayant l'Angleterre signé des traités de non-prolifération. Donc c'est une entorse au traité. Ce qui laisse perplexe, puisque au-delà d'un certain seuil, sachant que c'est une arme dissuasive, le plus n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, les capacités actuelles sont déjà terrifiantes, et plus que terrifiant, ça veut rien dire. Absolument, 180 ou 300, le résultat est le même. Oui, de toute façon, il y a de quoi faire des centaines de millions de morts. Donc, si ça fait 10 millions de morts de plus, qu'est-ce que ça va changer? Voilà. Je pense que c'est plutôt une question de prestige du pays. Mhm. Il veut indiquer au monde entier que le Royaume-Uni est de nouveau une puissance militaire avec qui on peut compter. D'accord. Et D'ailleurs, c'est peut-être aussi une dimension de modernisation, de l'organisation générale précision des armées. peut-être, Absolument, mais c'est une entorse au traité que le Royaume-Uni a de signé, de non-prolifération. Ouais. non-prolifération. Donc, Dis-moi, on parle bien d'armes nucléaires stratégiques et non pas d'armes nucléaires tactiques comme l'uranium appauvri qui a été non, utilisé par stratégique. exemple en Syrie pendant les guerres des années de la fin des années 1890. Et même dans l'ex-Yougoslavie d'ailleurs, et en Irak. Oui, oui, tout à fait. Non, non, Pardon, j'ai dit Syrie. Oui, non, non, je voulais dire dans l'ex-Yougoslavie. Je voulais dire Serbie et ex-Yougoslavie. oui, non, non, absolument, Pardon, je voulais pas dire Syrie d'ailleurs. Je voulais j'avais dire compris. ex-Yougoslavie. Non, j'avais compris. Non, 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 c'est des armes nucléaires stratégiques. Donc, D'accord. en plus, parce qu'il n'a pas oublié le virtuel, le Royaume-Uni va faire un investissement massif dans la cybersécurité. Mais toute cette cette modernisation des forces militaires va avoir aussi comme conséquence la création, comme a fait Trump d'ailleurs et les États-Unis, d'une force de l'espace. Donc en fait, les États-Unis et le Royaume-Uni, pour l'instant, seront les deux seuls pays à avoir une armée dédiée qu'à l'espace. Alors, quel est le centre d'intérêt maintenant du Royaume-Uni d'après le Brexit? Ce n'est plus l'Europe, mais l'Asie. Donc il va envoyer le Royaume-Uni, comme la France, en un seul porte-avions, qui va être envoyé en Asie, pour renforcer la marine américaine. En mer de Chine. En mer de Chine, évidemment. Mais très intéressant, il ne déclare pas que la Chine est un ennemi, mais il déclare que la Chine est un compétiteur systémique. Donc, il veut bien maintenir les relations avec la Chine tout en insistant sur les droits de l'homme. Mais par contre, il déclare que l'ennemi principal du Royaume-Uni, c'est la Russie. Et je reviendrai sur ce sujet plus tard. Mais pour continuer sur l'importance que Boris Johnson et la diplomatie anglaise voient dans l'Asie ce nouveau centre, le nouveau axe du monde, que d'ailleurs les pays asiatiques nous l'ont démontré
dans la manière comment ils ont géré, si tu te souviens, la crise du Covid. Absolument, on avait évoqué ça, notamment avec Raoul Weiss. Exact. Donc la chose intéressante, c'est qu'il va inviter l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud pour se réunir dans le groupe de sept pays qui va avoir lieu en juin prochain au Royaume-Uni, au Cornwall. Et d'ailleurs, Johnson va voyager, va visiter l'Inde le mois prochain. Ça va être sa première visite à l'étranger après la crise du Covid, ou depuis la crise du Covid. Et le premier pays qu'il va visiter, c'est l'Inde. Est-ce Commencer qu'il n'y l'Inde. a pas une tentative d'opérer, enfin de pousser un décrochage entre l'Inde et la Russie? Disons, pendant des décennies, l'Inde a été un allié historique de ce qui était l'URSS à l'époque, et ensuite un allié de la Russie, mais il se trouve qu'effectivement, depuis Poutine, la stratégie russe qui consistait à s'appuyer sur l'Inde pour faire contrepoids à la Chine a évolué vers plutôt un partenariat mêlé, bien entendu, d'arrière-pensée et de rivalité, mais un partenariat privilégié entre la Russie et la Chine. Et finalement, l'Inde a peut-être moins de relations privilégiées avec la Russie qu'il y a 30 ans, par exemple. Et est-ce que pour le coup, il ne s'agit pas pour Boris Johnson de raccrocher très clairement l'Inde au camp occidentaliste par rapport au bloc eurasiatique, essentiellement constitué par l'axe Russie-Chine? Je pense que ton analyse est la bonne. D'ailleurs, l'Inde, qui était proche de la Chine, pardon, de la Russie, à l'époque du mouvement des non-alignés. Mais depuis, n'oublions pas qu'en Inde, depuis, il y a eu le BJP qui est au pouvoir, c'est-à-dire le parti hindouiste, qui est d'ailleurs islamophobe au maximum. Oui. Donc, qui, pour cette raison, s'est rapproché de plus en plus d'Israël et de l'Occident d'ailleurs. Et d'ailleurs, pourquoi ton analyse, je pense, est la bonne? Cette visite en Inde n'est pas neutre. D'abord, l'Inde, c'est une ancienne colonie, comme on sait, du Royaume-Uni. C'est un pays immense, c'est un continent en lui-même, ou un sous-continent en lui-même. Mais l'important aussi, c'est que Boris Johnson a déclaré que la Russie reste l'ennemi principal du Royaume-Uni. Donc même si la Russie n'est plus communiste ou le Royaume-Uni, la Russie reste l'ennemi principal. D'ailleurs, c'est pour cette raison, malgré le Brexit, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni restent intégrés dans l'OTAN. Donc ils n'ont aucune intention de quitter l'OTAN. Ils vont d'ailleurs renforcer leur présence militaire et leur coordination avec l'OTAN. Et ceci est très important. Parce que je pense que le Royaume-Uni, pratiquement, a déclaré, et c'est ce que tout le monde a manqué, tous nos analystes n'ont pas vu sur le discours de Boris Johnson, c'est qu'en fait, Boris Johnson déclare la guerre à l'Europe, je pense. En réalité, la présence du Royaume-Uni dans l'OTAN, et bien entendu, vu qu'ils sont dans l'OTAN, donc ils sont présents dans les Balkans, les fameuses forces de maintien de la paix, et donc ils contrôlent le ventre mou de l'Europe. N'oublions pas que l'Angleterre, historiquement, a toujours bloqué les tentatives allemandes d'expansion vers le sud. Le fameux train d'avant la Première Guerre mondiale, qui devait rattacher l'Allemagne ou le nord de l'Europe vers la Turquie, l'Irak et à la suite l'Iran. Ouais, l'expansion vers le sud-est. Il L'expansion en vers le était sud. d'ailleurs de même à l'époque de Napoléon, où il s'agissait d'écarter la France de Malte, de l'écarter aussi de Corfou, etc. Enfin, de tout ce qui pouvait se rapprocher du Bosphore, d'Istanbul, etc. Donc on comprend mieux le Brexit, la raison du Brexit de certaines élites anglo-saxonnes. C'est qu'ils ont pris ce qu'ils devaient prendre de l'Europe, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus en prendre plus, et ils quittent, mais en déclarant la guerre à l'Europe. Parce que leur présence dans l'OTAN, et en fait, et la déclaration que la Russie est l'ennemi de l'Angleterre, c'est en fait pour éviter que la France, et bien entendu l'Allemagne, fassent le fameux axe Paris, Berlin, Moscou.
Et donc Ouais. nos analystes ont raté cette vision, si tu veux, ou cette raison du Brexit ou de l'Angleterre. Puis, souvent, j'entends les pro-Frexit sans prendre position sur le Frexit, c'est-à-dire l'exit de la France de l'Europe, en disant, ben, vous voyez, le Brexit, les Anglais ont fait leur Brexit et tout se passe relativement bien. Mais je pense qu'on oublie un facteur très important, c'est que l'Angleterre ne s'est pas retrouvée toute seule, ou le Royaume-Uni, pour parler plus correctement, ne s'est pas retrouvée toute seule. Elle fait partie du Commonwealth. La reine d'Angleterre est quand même toujours le chef de l'État, même si c'est virtuel et folklorique, mais elle est toujours légalement le chef de l'État du Canada et de l'Australie, même si elle n'a aucune influence sur la politique australienne et canadienne. Mais à la différence de la France qui a distendu ses liens avec ses ex-colonies, si d'ailleurs, si je me souviens bien, il n'y a plus de ministère de la, Coopération de la coopération en France. depuis quelques décennies, hein. Donc on n'a plus un lien continu avec la France n'a plus de lien continu avec ses anciennes colonies ou structurelles, tandis que le Royaume-Uni l'a toujours maintenu. Et d'ailleurs, avec sa visite maintenant en Inde, il va renforcer ce lien et bien entendu renforcer le mécanisme ou le fonctionnement du Commonwealth. Donc c'est vrai que l'Angleterre, c'est pas la crise, ils se sont pas retrouvés au milieu de nulle part, ils ont très bien géré leur vaccination de leur population pour le Covid, etc., etc. Mais ce n'est pas un pays seul. Or, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la France, si elle quitte demain le Frexit, elle fait son Frexit, je fais une parenthèse rapide au demeurant, elle va se retrouver toute seule. Et ça, c'est le Oui, danger de... si ça ne se produit pas en concomitance avec, par exemple, l'Italie et peut-être l'Espagne, eh bien, effectivement, la France se retrouvera seule. C'est-à-dire que la situation d'Angleterre a toujours été totalement différente. Il y a toujours eu ce partenariat privilégié avec les États-Unis, pour des raisons historiques évidentes. La France n'a pas un partenariat privilégié avec une grande puissance. Si ce n'est que la France affiche toujours un pseudo-axe franco-allemand, mais alors le problème, c'est qu'il est de plus en plus déséquilibré, parce que depuis 30 ans, le rapport de force économique entre la France et l'Allemagne s'est complètement inversé. C'est-à-dire que l'Allemagne est un pays infiniment plus puissant économiquement que la France, qui n'a cessé de se désindustrialiser. Mais moi, Donc du coup, ce fameux axe Paris-Berlin est totalement déséquilibré. C'est plus du tout une relation égalitaire. en ce qui concerne l'axe franco-allemand, j'ai l'impression que c'est surtout un mariage où un des partenaires, c'est-à-dire la France, veut être marié avec l'autre partenaire, et l'autre partenaire, dans ce cas l'Allemagne, veut divorcer. J'ai l'impression que c'est un sens Oui, unique, ou disons que l'autre partenaire, un peu d'espace. disons, veut bien coucher avec la France, mais ne s'interdit pas de coucher avec tout le monde, si je puis J'ai vu dire. les États-Unis. Alors que nous sommes en émoi devant l'Allemagne et nous voudrions avoir un partenariat privilégié. Et, Exact, et, et, exact. Ce qui n'est et pas le pour cas. l'Allemagne, il n'y a aucune raison de considérer la France, pays totalement désindustrialisé, comme un partenaire privilégié. Par contre aussi, ce qui est quand même étonnant sur la déclaration de Boris Johnson sur l'OTAN, qui lui-même est une organisation anachronique, parce que je rappelle à tout le monde que l'OTAN a vu le jour officiellement pour défendre l'Europe de l'Ouest contre la prétendue invasion et l'agressivité de l'Europe de l'Est, quoi, du rideau de fer. Oui, de Or, l'Europe communiste, quoi, disons. l'Europe communiste. Donc, théoriquement, normalement, à la chute du mur de Berlin, l'OTAN aurait dû Se disparaître. dissoudre, J'aurais dû s'autodissoudre. dissoudre. Et d'ailleurs, l'OTAN a fait des guerres à l'étranger, donc en Libye et ailleurs, contre la charte de l'OTAN elle-même, vu que la Libye n'était pas une menace pour l'OTAN. Donc cette organisation, Sans compter que, sauf erreur, la Libye n'a pas de côte sur l'Atlantique Nord. en plus, oui, sans erreur.
Sauf coup de théâtre dans la géographie qui nous aurait échappé. Ils ont peut-être fait une mise à jour des livres de géographie que nous, Absolument. on les connaît. Comme dirait Michel Houellebecq, la carte est plus importante que le territoire. Voilà, c'est bien résumé. Bon, en tout cas, l'OTAN, donc anachronique. Alors, Boris Johnson a déclaré, donc ils quittent l'Europe, mais ils veulent rester dans l'OTAN pour préserver la paix et la sécurité de l'Europe. La belle farce. Parce que s'ils étaient tellement amarouchés, ils étaient tellement, comment dire, investis dans l'Europe et dans le projet européen, ils n'auraient pas quitté l'Europe. Donc c'est évident que la présence militaire anglaise dans le commandement intégré de l'OTAN a des objectifs de justement de casser ou d'essayer, comme d'ailleurs d'habitude, qui a été toujours dans l'histoire du Royaume-Uni, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'unité européenne. Et donc de ne pas, de faire en sorte que l'axe Paris, Berlin et Moscou ne voient pas le jour. Voilà, donc voilà, je te laisse la parole pour, si je ne me trompe pas, tu vas nous parler de la commune. C'est l'anniversaire de la Oui, tout commune. à fait. Deuxième volet de notre café noir ce soir. C'est la commune de Paris. Bon, c'est le 150e anniversaire, puisque c'est de mars à mai 1871. Alors, c'est un sujet très vaste. En gros, on dit toujours qu'il y a deux aspects à la commune de Paris complémentaires. Il y a une insurrection patriotique du peuple parisien n'acceptant pas la défaite, voulant continuer la guerre, en n'acceptant pas l'armistice et les négociations de paix qui étaient décidées entre le gouvernement et Bismarck, l'Allemagne victorieuse, et négociations de paix qui consistaient à abandonner l'essentiel de l'Alsace et une partie de la Lorraine, ce qui est devenu le département de la Moselle. Alors ça, c'est l'aspect patriotique. Et il y a un deuxième aspect, évidemment, de la commune, qu'on souligne aussi, c'est l'aspect social, l'aspect en quelque sorte, le pari populaire contre la bourgeoisie, l'aspect lutte de classe. Alors Marx, par exemple, dans la guerre civile en France, insiste sur cet aspect et il oppose ce qu'il appelle les producteurs, un terme qui sera repris d'ailleurs par Georges Valois, hein, les producteurs, la lutte des producteurs, c'est-à-dire du peuple parisien, contre les appropriateurs, c'est-à-dire la classe parasitaire capitaliste. Qu'on pourrait presque appeler à la fois les appropriateurs et les expropriateurs, puisqu'ils exproprient le peuple producteur du fruit de son travail. Alors, effectivement, bon, il y a ces deux aspects. Alors après, on peut discuter à l'infini pour savoir si la commune est d'abord patriotique ou d'abord une forme de la lutte des classes, pour faire court. Mais il y a un troisième aspect qu'il faut qu'on oublie parfois, c'est en fait un aspect que Marx sous-estime parce qu'il sous-estime en fait la subjectivité. Alors ce troisième aspect, ce qui n'exclut évidemment pas ni la dimension sociale ni la dimension patriotique, c'est l'aspect républicain, c'est l'aspect anti-monarchique et c'est l'aspect d'autonomie locale. Alors rappelons un petit peu, hein, bon, la France déclare stupidement la guerre à l'Allemagne en n'étant pas préparée et de manière totalement irresponsable. Napoléon III est d'ailleurs déclinant. Qui veut la guerre? Rappelons-le quand même, certains milieux catholiques ultra-conservateurs d'une part, beaucoup plus que Napoléon III lui-même qui, comme je l'ai dit, est souffrant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a aucune responsabilité, hein, mais enfin bon, c'est voilà. Et qui veut aussi la guerre? Les républicains comme Émile Ollivier. Voilà. Cette guerre se déclenche quelques mois après un référendum triomphalement remporté par Napoléon III. Il ne faut pas l'oublier, le référendum de 70 qui semble donner des décennies, si je puis dire, au régime impérial de Napoléon III, parce que c'est vraiment un grand succès. Cette guerre est perdue très vite. Début septembre, elle est perdue dans le nord.
Et dans le nord de la France et dans l'Est, capitulation, Napoléon III est fait prisonnier, etc. Insurrection parisienne, proclamation de la République le 4 septembre, départ de l'impératrice et de son fils, le prince impérial, pour l'Angleterre à terme. Et à partir de là, siège de Paris, de fin septembre à janvier, siège de Paris par les Prussiens. La guerre continue, mais il y a déjà une opposition entre le peuple de Paris et les gouverneurs nommés par le gouvernement provisoire. Au gouvernement provisoire, ce qu'on appelait les trois Jules, Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, etc. Voilà. Il y a déjà en octobre une insurrection parisienne qui tente de prendre le pouvoir par rapport au gouverneur Trochu, nommé par le gouvernement qui continue la lutte, mais pas assez énergiquement selon le peuple de Paris. La population de Paris, pour situer, à l'époque, il y a déjà à peu près 2 millions d'habitants, hein, c'est pas rien. Dans les limites actuelles, hein, puisque Napoléon III a étendu les limites de Paris en 1860, donc on a les limites actuelles, il y a déjà 2 millions d'habitants. Donc, il y a une première insurrection qui échoue, où ceux qu'on n'appelait pas les communards ou les communeux, mais enfin c'était leurs ancêtres à quelques mois près, voudraient un pouvoir parisien plus radical et qui fasse la guerre à outrance. D'ailleurs, on les appelle même les outrances. Les outrances, ça veut dire les extrémistes en quelque sorte à l'époque, ou les radicaux. Le siège continue avec des famines, etc. Des départs aussi de Parisiens, puisqu'en mars 71, la population a baissé d'environ 200 000. Bon, il reste environ 1 800 000 Parisiens au lieu de 2 millions, pour situer un petit peu. Ah, ça reste considérable hein, pour l'époque. Hein. C'est presque le chiffre actuel de la population parisienne. Oui, en gros, c'est 2 monté millions. À 1 900 000, presque 2 millions. Oui, absolument. Hidalgo a parlé de 2 millions d'ailleurs. Voilà. Mais donc, on y était déjà donc, il y a 150 ans. C'est quand même à bien réfléchir et dans des conditions sanitaires, évidemment, qui n'étaient pas les mêmes. En janvier, le gouvernement provisoire dont les armées ont mené plein de batailles, hein, jusqu'à Châteaudun, sur la Loire, etc. Mais la France est à moitié envahie, hein, commence à envisager des négociations. Il y a en janvier une deuxième tentative de prise de pouvoir par le peuple parisien. Alors, sachant que ce peuple parisien, il est un peu partagé géographiquement. D'ailleurs, c'est une polarité qui existe toujours. C'est-à-dire que l'Ouest est quand même plutôt bourgeois, l'Ouest de Paris, et l'Est, tout l'Est au sens large, et le Nord-Est aussi, bien sûr, est plutôt populaire. Pour situer, sur les pas loin de 2 millions de Parisiens, il y a au moins 400 000 ouvriers, hein, de petites entreprises. Il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises à l'époque. Et il y a des centaines de milliers de petits artisans, de petits indépendants qui sont ce qu'on pourrait appeler des classes moyennes, mais des classes moyennes proches du peuple, en fait. Donc, il y a beaucoup de travailleurs manuels. Beaucoup de travailleurs manuels qui ont souffert pendant le Second Empire de l'embourgeoisement, de l'osmanisation qui les a amenés à quitter parfois certains quartiers parce que c'était devenu des quartiers de couches supérieures en quelque sorte pour aller dans des taudis de Belleville, de Ménilmontant, etc. Oui, Gilbert. C'est les gilets jaunes de l'époque. Si on peut, à certains égards, oui, on pourrait faire un parallèle très très bonne, tu as tout à fait raison, entre les gilets jaunes et la Commune. Toujours est-il que à partir de fin janvier 71, il y a un armistice. Et à partir de ce moment-là, à Paris, il y a une garde nationale hein, de 250 000 hommes qui n'a cessé de pousser le gouverneur du gouvernement provisoire hein, à une action plus offensive, mais à chaque fois qu'ils ont essayé face aux Prussiens de faire des sorties, une sorte de levée en masse, ça n'a pas marché. Et Trochu ne voulait pas, le gouverneur de Paris, se méfier de cette garde nationale parce qu'il craignait
qu'elle ne soit pas seulement une force patriotique anti-prussienne, mais qu'elle soit une force révolutionnaire. Cette garde nationale, il y avait toutes les couches sociales, mais elle était quand même dominée par les couches populaires. Et donc, à partir du moment où il y a l'armistice, la majorité du peuple de Paris voudrait une continuation de la guerre et la garde nationale ne veut pas être désarmée. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'armistice, le gouvernement lui supprime toute solde. Donc, à un moment donné, les gens n'ayant plus de solde, ils sont censés retourner à leur travail pour vivre, parce que sans solde, ils ne peuvent pas rester gardes nationaux à titre bénévole et vivre de quoi. donc, voilà, donc c'est une grosse difficulté. La garde nationale ne se démobilise pas, bien qu'elle ne soit plus soldée, que pour le coup, c'est très difficile de ne pas se démobiliser quand on n'a plus le moindre petit pécule pour survivre et faire survivre sa famille. Par ailleurs, les négociations de paix avancent. Il y a un accord qui est trouvé. Le gouvernement envisage finalement de permettre aux Prussiens de défiler victorieusement dans Paris. C'est une sorte de satisfaction d'amour-propre des Prussiens. Et en échange, une partie du département du Haut-Rhin, c'est-à-dire autour de Belfort, ce qu'on a appelé le territoire de Belfort, ne serait pas annexée par l'Allemagne. Donc une partie de l'Alsace ne serait pas l'extrême sud, hein, une petite partie qui avait beaucoup résisté, ne serait pas annexée. Donc évidemment, ce défilé a lieu, qui est une humiliation pour les Parisiens, pour le coup. Bien entendu, alors il se greffe là-dessus autre chose. C'est extrêmement subtil, il faut bien le dire. Donc, par ailleurs, Bismarck, qui dirige le gouvernement prussien et qui souhaite proclamer, bien sûr, l'Empire allemand, c'est ce qu'il fera à Versailles, Bismarck négocie avec un gouvernement provisoire né du 4 septembre 1870 et qui est contesté par de larges fractions de la population française et surtout par les Parisiens. Et donc Bismarck demande qu'il y ait des élections pour qu'il signe un traité de paix avec un gouvernement légitime. Alors ça peut paraître paradoxal, Bismarck demande des élections, c'est pas parce que c'est un grand démocrate, c'est qu'il n'a pas envie de se retrouver coincé en signant un traité de paix avec un gouvernement qui sera peut-être renversé 15 jours plus tard et qui reprendra la guerre, au moment où peut-être lui-même aurait fait évacuer une partie de la France par l'armée prussienne et allemande. Donc, il exige ces élections qui ont lieu. Sauf erreur, le 8 février 1871, oui Gilbert? Oui, c'est ce que je voulais dire, j'avance sur ce que tu veux dire. Est-ce qu'on ne peut pas définir la commune, en fait, comme le soulèvement du peuple, mais aussi de la République contre la démocratie, vu que le peuple se soulève contre une assemblée qui a été élue démocratiquement? Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe le 8 février? Cette élection a lieu, elle donne une immense majorité de députés ultra-conservateurs, c'est-à-dire très concrètement monarchistes, la plupart du temps partisans donc, du comte de Chambord ou de la branche Orléans, mais qu'importe, parfois plus ou moins nostalgiques du bonapartisme d'ailleurs, mais en tout cas pas du tout des républicains de conviction, qui acceptent éventuellement provisoirement la forme républicaine, mais qui ne sont pas du tout des républicains de conviction au sens où le mot républicain a pris, au sens que le mot républicain a pris avec la Révolution française. C'est-à-dire républicain veut dire en quelque sorte patriote, veut dire aussi jacobin, et parmi les jacobins veut dire montagnard. Anticléricaux. Alors à l'extrême robespierriste, mais même sans ça, républicain veut dire au fond patriote de l'an 2, c'est-à-dire c'est la montagne, ce sont les montagnards, ce sont ceux qui ont triomphé des Girondins. Pourquoi cette référence? Parce que les montagnards ont ceux qui ont déterminé en 93 la levée en masse, au moins 300 000 hommes, et ce que veulent les Parisiens, les communards, les communeux ou les communards, comme on les appelle,
c'est cette levée en masse. Alors, il sous-estime, c'est un autre problème, mais le fait que démographiquement, le rapport de force démographique France-Allemagne en 1793 et en 1870 a beaucoup évolué au détriment de la France. La France a fait peu d'enfants, mais ça, c'est un autre problème. Toujours est-il que ce gouvernement, cette assemblée démocratiquement élue, de notables conservateurs déplaît à Paris. Alors, Paris, d'une part, veut retrouver son autonomie locale, donc veut au minimum élire une commune municipale avec le maximum d'autonomie. Par ailleurs, conteste les négociations de paix au même titre que Léon Gambetta, que Victor Hugo, etc. Se sent humilié par le défilé des Prussiens. Et il se trouve aussi qu'il y a toute une série de mesures prises par l'Assemblée qui sont: on arrête le moratoire des loyers, on oblige tout le monde à payer ses dettes parce qu'il y avait eu un gel des dettes pendant le siège de Paris. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les couches populaires sont prises à la gorge par l'arrêt de toutes les mesures qui avaient été prises pendant que Paris était assiégé. Paris était assiégé, les ouvriers n'avaient plus les moyens de payer les loyers, et dès le 8 février 71, en gros, ou quelques semaines plus tard, le gouvernement, qui est présidé par Thiers, ce qu'on appelle l'exécutif, dit: bon, ben maintenant c'est fini, maintenant on reprend le paiement des loyers, etc. Comme si tout d'un coup l'activité était repartie merveilleusement, alors que les Prussiens occupent encore, bien entendu, la région parisienne. Donc il y a cet aspect-là profondément social. Il y a un autre aspect d'humiliation qui joue, c'est que l'Assemblée décide. L'Assemblée, qui s'est d'abord réunie à Bordeaux, loin des Allemands, l'Assemblée élue le 8 février, décide de siéger désormais à Versailles et non plus à Paris. Alors déjà, Versailles, comme ça ne t'aura pas échappé, Gilbert, comme ça n'aura pas échappé à nos auditeurs, c'est vraiment le symbole de l'ancienne monarchie de Louis XVI, pour le coup. Rappelons-nous le 6 octobre, où population parisienne, y compris d'ailleurs des hommes déguisés en femmes, ont ramené la famille royale aux Tuileries, où elle s'est retrouvée en quelque sorte quasiment sous contrôle, quasiment prisonnière. Mais enfin, Versailles, c'est vraiment le symbole un peu de l'ultra-conservatisme. Alors, pour Paris, c'est une humiliation. L'Assemblée française, l'Assemblée de la nation française ne siégera plus dans la capitale de la France, à Paris. Elle siégera à Versailles. Il faudra presque une dizaine d'années pour qu'elle revienne siéger, d'ailleurs, à Paris, au Palais Bourbon, au Sénat, au Palais du Luxembourg. Donc là encore, humiliation. Et par ailleurs, le gouvernement de Thiers, qui n'avait pas osé tout de suite désarmer la garde nationale, qui s'était contenté, ce qui était déjà pas mal, de lui enlever tout pécule, s'inquiète de cette force qui précisément reste une menace et qui visiblement est très mal orientée par rapport à la majorité conservatrice et monarchiste, et envisage pour le coup de la désorienter. Et première étape, il demande à ses troupes, qu'on a appelées ensuite les Versaillais, aux armées régulières, d'entrer dans Paris et déjà de leur confisquer les canons que la garde nationale avait gardés, même pendant le défilé des Prussiens à Paris, et qu'elle avait concentrés à Montmartre. Montmartre, dont le maire était Clémenceau. Et la population parisienne, la garde nationale, empêche que ces canons soient enlevés à Paris, et il y a même 2 généraux de l'armée régulière qui sont tués. À partir de là, il y a la guerre civile. Il y a des tentatives de médiation, notamment de Georges Clémenceau, mais qui échouent. Les Versaillais considèrent que l'irréparable est commis et qu'il faut réduire la population parisienne à l'obéissance. Alors là, Marx souligne sans doute une erreur de la Commune, c'est-à-dire qu'au tout début, finalement, la Commune aurait peut-être été en position de force et aurait dû marcher sur Versailles et disperser le gouvernement, l'exécutif de Thiers qui s'était réfugié à Versailles, et donc lui enlever toute légitimité, l'obliger à aller se carapater en province. Et voilà. Mais
les communards n'osent pas cette action offensive tout de suite. Bien, Si vous voulez poser une question. pour faire un parallèle et conclure sur la commune, mais pour faire un parallèle avec aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle donc donc de la crise de l'époque économique de l'époque et l'invasion et les troupes prussiennes avec les gilets jaunes d'aujourd'hui et le Covid ou l'après-Covid qui va créer une crise économique dans les classes les souches populaires, mais à la différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de peuple. Le point commun peut-être avec les Gilets jaunes, c'est l'extrême diversité quand même des sensibilités des communards. Il y a des blanquistes, partisans d'une sorte de dictature putschiste. Il y a des fédéralistes proudhoniens. D'ailleurs, la commune, on retrouve ce fameux mouvement des fédérations, qui est vraiment quelque chose de très important dans l'histoire de France. Parce que dès 89, il y a ces fédérations plus ou moins spontanées. Le 14 juillet 1790, il y a la fête de la Fédération. En 1815, pendant les 100 jours, quand Napoléon revient, il y a des mouvements quasiment spontanés, là aussi, de fédération. En fait, et sous la commune de 1871, il y a des mouvements de fédération. Ce qu'on appelle en fait les mouvements de fédération, c'est des regroupements de toutes les couches populaires, artisans, ouvriers, etc., tout petits commerçants, pour s'armer, défendre leurs intérêts à la fois locaux, en termes d'autonomie locale, et en même temps porter haut, en quelque sorte, le flambeau du patriotisme, en estimant que, historiquement, à tort ou à raison, hein, c'est un peu dans l'inconscient du peuple parisien, il ne peut pas y avoir de plus grands patriotes que les Parisiens. Et la mollesse vient de la province. Donc, méfions-nous de la province. Donc, il y a en fait une méfiance réciproque. Les Parisiens se méfient des provinciaux qu'ils estiment trop facilement prêts à des accommodements avec l'Allemagne, et en l'occurrence au traité de paix, à l'abandon de la Moselle et 90% de l'Alsace sauf Belfort. Et les ruraux se disent quelque part, ont aussi une méfiance vis-à-vis des Parisiens, entre guillemets, toujours prêts à faire la révolution. Donc il y a une double méfiance. C'est un coup très dur porté au mouvement ouvrier. Il y a la séparation de l'Église et de l'État qui est décrétée en reprenant un décret de Ventose de 1795. Il y a l'école obligatoire, il y a toute une série de mesures sociales. Donc il y a vraiment du social et du patriotisme et un profond républicanisme. Un socialiste français, de par l'héritage de la Révolution française telle qu'elle a été racontée à des générations, est forcément républicain et anti-monarchiste. Il faut reconnaître très honnêtement, en termes objectifs, que la levée en masse en 1871, à l'époque des mitrailleuses, parce que les armements ont quand même beaucoup changé entre l'armement du fusil Louis XV qui était utilisé en 1793 et les mitrailleuses qui étaient déjà opérationnelles depuis la guerre de sécession et en 1871. Donc c'est vrai que la levée en masse n'aurait pas suffi, il faut, certainement, à chasser les Allemands en 1871, alors qu'elle a permis non seulement d'arrêter les envahisseurs en 93, mais très vite, finalement, de conquérir la rive gauche du Rhin. Mais là, il y a une sorte d'irréalisme, il faut le reconnaître, une sorte d'irréalisme d'une partie du peuple parisien. Mais la politique n'est pas faite de rationnel, elle est faite de sentiments, d'enthousiasme et de sensibilité. À ce propos, on va quitter la commune et on va peut-être parler aussi de quelque chose d'assez dramatique que tu connais bien, c'est la Syrie. Oui, ben justement, d'un patriotisme à un autre, d'un anniversaire à un autre, mais là, on change de continent. Parce qu'effectivement, ce mois de mars, c'est aussi le 10e anniversaire de la guerre en Syrie. Exactement, la date exacte du début de la guerre civile, comme on veut l'appeler, c'est le 15 mars 2011. Et elle continue jusqu'à nos jours. Alors, le déclenchement de la guerre civile ou de la guerre en Syrie, officiellement en Occident, on l'impute au fameux printemps arabe. Alors, ce fameux printemps arabe, qui en fait
les révoltes des jeunes dans tout le monde arabe donc, de l'époque, en 2011, qui a été en fait, qui ressemble aux fameuses révolutions oranges de l'Europe de l'Est, financées par Soros, comme tout le monde sait. Mais ces révolutions donc, du printemps arabe sont un remake d'une autre révolution qu'on a oubliée. C'est la The Cedar Revolution, la révolution du cèdre. En fait, cette révolution du cèdre de 2005 a été initiée, a vu le jour suite à l'attentat qui a vu la mort du premier ministre de l'époque libanais, Rafik Hariri, et la jeunesse libanaise, organisée et bien financée, et avec une communication moderne, avec des moyens de communication modernes et très occidentaux, s'est retrouvée dans les rues contre la présence de l'armée syrienne au Liban. Il faut savoir qu'à l'époque, l'armée syrienne était au Liban grâce aux accords de Taïef, suite à la guerre civile libanaise elle-même, et de 75, guerre civile et guerre contre l'OLP d'ailleurs, qui a vu l'intervention d'Israël. Donc l'armée syrienne s'est retrouvée à l'époque très rapidement, a été appelée à intervenir au Liban par les phalangistes libanais qui étaient en train de perdre la guerre au début de la guerre en 75 et l'OLP était en train de gagner. On l'oublie souvent. C'est pas Baghdadi. Phalangiste chrétien. Hein, oui, phalangiste chrétien. Baghdadi, qui était le chef à l'époque de la phalange libanaise, a appelé la Syrie pour intervenir, pour les aider contre l'OLP. À l'époque, le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, qui n'était pas sur la même ligne politique de Yasser Arafat, qui était le chef de l'OLP, est intervenu en fonction anti-OLP. Et tout le monde oublie, et c'est très important de le savoir, de le remettre en contexte, que les premières escarmouches de l'armée syrienne, quand ils sont entrés au Liban, sont été dans les banlieues de Beyrouth contre les chiites. Donc, contre les forces militaires chiites naissantes à l'époque. C'était pas encore la Hezbollah, mais il y avait encore une présence militaire chiite. Donc, et la Syrie intervient au Liban, et comme d'habitude, elle intervient en faveur des Palestiniens, des phalangistes, puis elle change de camp, il y a des renversements d'alliances par rapport, selon la situation militaire et politique, mais à la fin, les accords de Taïef, ou à la fin de la guerre au Liban, et à quelle date les accords de Taïef? C'est en 82, c'est après l'invasion israélienne, donc c'est en 82 en gros, si je ne me trompe pas. Oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire. On vérifiera et on mettra ça en oui. Mais bon, donc les accords de Taïef, c'est bien entendu la Ligue arabe, donc l'Arabie saoudite, le Golfe, le Liban, toutes les forces, toutes les milices et les forces politiques libanaises qui étaient présentes, et ils ont tous signé l'accord de Taïef qui prévoyait la présence de l'armée syrienne pour maintenir la paix au Liban. Or, l'armée syrienne, soyons honnêtes, c'est comporté d'une manière de l'occupant. D'ailleurs, ils ont réussi même à se mettre à dos les Libanais qui sont pro-syriens. Ils ont fait fort. Il y a un mouvement, un parti politique au Liban qui s'appelle, que nos auditeurs connaissent, qui s'appelle le Parti syrien socialiste nationaliste, qui est pro-syrien, qui fait campagne pour la Grande Syrie, qui est d'ailleurs le deuxième parti de la Syrie elle-même. Et même eux n'ont pas estomaqué le comportement de l'armée syrienne au Liban. En tout cas, cette fameuse Cedar Revolution, la révolution du cèdre, qui a eu comme résultat que l'armée syrienne a dû quitter le Liban. Et ce fait a amené à la nouvelle révolution qui a vu le jour en 2011. Mais pourquoi tout ça? Parce que, en fait, le Hafez al-Assad, qui est mort en l'an 2000, le patriarche et le chef de la Syrie, qui est resté au commandement de la Syrie de 1971 jusqu'à l'an 2000, et qui d'ailleurs, c'est lui qui a fait, le président Hafez al-Assad, qui a fait l'accord que lui-même a défini contre nature, mais géostratégique, avec l'Iran de Khomeini, qui d'ailleurs, cet accord, on le verra plus tard, sauvera la Syrie. Et normalement, c'est Bachar al-Assad
qui est son fils aîné, qui devait prendre le pouvoir. Malheureusement, Bachar al-Assad meurt en 1994 en accident de voiture. Et son frère, Bachar al-Assad, qui normalement devait être docteur, et d'ailleurs était déjà docteur dans l'armée syrienne, se retrouve malgré lui comme président sans expérience. Et toute l'intelligentsia syrienne, où les grands généraux de Syrie et les grands politiciens qui étaient amis et alliés du père de Hafez al-Assad ont très mal ressenti la présence de Bachar al-Assad comme président, de la Syrie sans expérience. Et ce fait-là a permis aux révoltes du peuple de Syrie à prendre pied et à créer un début de guerre civile. Alors, il faut savoir par contre qu'à l'époque, toutes ces révoltes de la jeunesse arabe dans tous les pays donc du monde arabe, que ce soit en Afrique du Nord ou au Proche-Orient, ont vu le jour, étrangement, que dans des pays où il y avait des anciens partis ou des structures nationalistes et laïques. Étrangement, il n'y a pas eu de révolte du printemps arabe dans les pays du Golfe ou au Maroc. Ils ont commencé, donc ils ont vu le jour en Tunisie, comme si tu te souviens. Voilà, pays laïque. Pays laïque et nationaliste. Tout à fait. Et après l'Algérie, mais l'Algérie était déjà en pleine guerre avec l'ISIS, donc ça a été réprimé très rapidement. Et puis la Syrie et le Liban et l'Irak. Tous les autres pays rétrogrades et réactionnaires arabes et monarchistes n'ont pas eu l'expérience de ce printemps arabe. Et bien entendu l'Égypte. Mais et puis aussi la Libye, avec un pays très avancé au plan de l'éducation, par exemple, au plan de l'égalité homme-femme, etc. Absolument. Alors, en Égypte, cette révolte des printemps arabes a vu l'arrivée au pouvoir du fils des islamistes, des frères musulmans, mais l'armée égyptienne était tellement forte et tellement bien dirigée par le général Sissi qu'elle a eu une réaction que certains Égyptiens définissent de salutaire, et il y a eu un coup d'État qui a vu Sissi prendre le pouvoir. Mais il faut remettre en contexte aussi ce qu'on oublie toujours en Europe, c'est que l'armée en Égypte a une force sans mesure. Je veux dire, l'armée a quand même a des sociétés privées, elle est investie dans l'économie égyptienne, elle a une radio et un journal. C'est un peu comme Israël. Là, pour le Covid, je fais une parenthèse, pour le Covid, en France, tout le monde donne l'exemple sur la vaccination en Israël, comment ça a été un grand succès. Mais tout le monde oublie que Israël est un pays militarisé, où le service militaire est obligatoire, que toute la classe politique israélienne sont des anciens colonels et généraux. Donc on ne discute pas. Donc, oui, l'état d'esprit est totalement différent. L'état d'esprit est totalement différent. D'ailleurs, l'armée israélienne, comme l'armée égyptienne et syrienne, ont une radio grand public, ce qui est impensable en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nos armées ne discutent pas, ne parlent pas. C'est la grande muette. Les grandes muettes, ils laissent le pouvoir politique ou les politiciens parler. Donc, dans ce contexte-là, l'Égypte s'est sauvée d'une dictature islamiste. Or, la Syrie, comme j'ai dit précédemment, à cause de la faiblesse de Bachar al-Assad, qui n'était pas bien vu par l'establishment du parti Baas, par la corruption d'ailleurs du parti Baas, grâce aux affaires qu'ils ont fait au Liban. N'oublions pas que Rafik al-Hariri, qui est un homme d'affaires, faisait des affaires avec les généraux et l'élite syrienne de l'époque. D'ailleurs, Bachar al-Assad l'a très bien reconnu après. Dans un fameux discours, il a dit, quand on l'accusait donc de ne pas avoir voulu faire la guerre, de libération de la Palestine, donc la guerre contre Israël, il a dit notre société s'est tellement bourgeoisée et a tellement grossi qu'elle est devenue paresseuse. Donc il a reconnu la faiblesse
de l'establishment et des élites syriennes, c'est ce qui a permis d'ailleurs à cette révolte de la jeunesse syrienne de prendre pied en Syrie. Par contre, il faut être clair, ces révoltes qu'on peut définir comme des révoltes de la révolution orange ne sont pas totalement téléguidées par l'étranger. Parce que ces pays-là avaient des problèmes très sérieux. Tous ces régimes-là étaient en fin de vie, en fait. La Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Irak et la Syrie. Qu'est-ce qu'ils ont en point commun? C'est que c'est des régimes ou des gouvernements ou des partis politiques qui les ont dirigés, qui ont combattu la colonisation, qui ont porté à l'indépendance des pays respectifs, mais qui n'ont pas réussi dans leur objectif ultime, le panarabisme. D'un degré ou d'un autre, tous ces partis nationalistes, même le FLN algérien, étaient tous panarabes. Qui moins, qui plus. Bien entendu, le Baas, un très bon exemple, le Baas. Le Baas, dont l'objectif principal était de créer la nation arabe du Proche-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord, a même réussi l'exploit de se scinder en deux, entre le Baas irakien et le Baas syrien. Donc, oui, puis il y a eu l'expérience de la RAU, la République arabe unie, Égypte-Syrie, qui n'a pas duré longtemps. Exact. Donc, tous ces partis. Il faut dire que ce sont deux pays qui n'étaient même pas contigus. Donc, ce n'était pas forcément très facile. Absolument. Mais en plus, certains de ces pays, à cause ou grâce à la guerre contre Israël, qui avaient besoin d'armement, vu que les Occidentaux avaient pris la cause israélienne, se sont retournés d'une manière géostratégique à l'Union soviétique. Or, avec la chute, et donc ils ont eu une expérience par défaut socialiste ou du socialisme réel. Mais bon, avec la chute du mur de Berlin et donc l'implosion de l'Union soviétique, ils ont perdu même leur allié principal et donc ils se sont retrouvés seuls. Donc, oui, d'autant que la Russie, pendant presque une quinzaine d'années, a été quelque chose de complètement rétréci et rabougri par rapport à ce qu'avait été l'Union soviétique, quoi. Enfin, il y a eu une période de descente aux enfers. Donc c'est trop facile de dire « Ah, c'est les Occidentaux, c'est la main de l'étranger qui a fait en sorte de créer ces révolutions du printemps arabe ». Certes, il y a eu cette aide externe, mais il y avait aussi des raisons internes très profondes. Les pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord sont à majorité des peuples jeunes, une jeunesse qui n'a pas de boulot, qui n'a pas d'espoir, d'avenir. Les Libanais, par exemple, maintenant, la jeunesse libanaise ne pense qu'à émigrer. Parce qu'il n'y a pas de débouché dans ces pays. Donc, il y avait des raisons internes et des raisons externes à cette guerre. Donc, bon, cette guerre a eu lieu, et à l'époque, donc, ils se sont retrouvés, des islamistes contre le gouvernement baathiste de Bachar el-Assad. Les Occidentaux, malgré que maintenant, ils proclament leur innocence et le fait qu'ils veulent combattre le califat et Al-Qaïda, à l'époque, ont soutenu les islamistes. Ils les ont financés. Maintenant, ils font mine de rien et tout le monde accuse Erdogan et la Turquie d'avoir financé et aidé les islamistes. Mais je rappelle à tout le monde ce qu'a dit Laurent Fabius, qui était à l'époque le ministre de la Défense. Et je cite Le Monde, parce que tout le monde dit que c'est une fake news. Je cite exactement ce qu'il a dit, ce que Laurent Fabius a dit en 2012 dans Le Monde. Verbatim. En revanche, la décision des États-Unis de placer Jabhat al-Nusra, un groupe djihadiste combattant aux côtés des rebelles, sur la liste des organisations terroristes, a été vivement critiquée par des soutiens de l'opposition. Monsieur Fabius a ainsi estimé mercredi que tous les Arabes étaient vent debout contre la position américaine, parce que sur le terrain, ils font un bon boulot. Quand Al-Nusra
fait un bon boulot. C'était très net, il continue, et le président de la coalition était aussi sur cette ligne, a ajouté le ministre. Donc objectivement, les Occidentaux et la France, par la bouche de Fabius, ont soutenu les islamistes en Syrie. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique tous ces volontaires qui sont allés, quand même la France a donné un vivier de volontaires des banlieues françaises pour aller combattre en Syrie. Alors, je vois mal la PAF. Un peu la nouvelle LVF. Oui, mais. Et puis, je vois mal la PAF, la police des frontières, voir tous ces barbus, ces jeunes barbus, soudainement par milliers, vouloir aller en Turquie en vacances. Parce que. Oui, oui, oui. Y compris des femmes d'ailleurs. Y compris les femmes. Soudainement, il y avait le trajet, c'est pour entrer en Syrie, c'était évidemment de voyager entre la France et la Turquie. Et de la la Turquie, bien sûr. Voilà. Et donc, soudainement, je vois mal donc que la France ou le gouvernement français, qui se sont pas, ils ont fermé les deux yeux, quoi. Soyons honnêtes. Absolument. Ils ont permis à cette jeunesse d'aller combattre en Syrie. Et il faut le dire, il faut que quelqu'un le dise. Alors, souvent, quand on me dit que font les musulmans modérés pour protester contre les attentats islamistes en Europe, moi j'ai souvent, je leur réponds, ou j'aimerais bien répondre, ils sont morts sous les bombes occidentales dans leur pays. Oui. Parce qu'objectivement, on demande, qu'est-ce qu'on demande de Syriens? De protester contre un attentat en France par des islamistes, quand lui-même est mort sous les bombardements des islamistes qui étaient aidés et financés par les Occidentaux. C'est quand même une contradiction qu'il faut régler un jour ou l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, effectivement, grâce à l'appui des Occidentaux, grâce aussi à l'appui de la jeunesse, d'une certaine jeunesse syrienne, il faut le reconnaître, comme on a dit, il y avait une crise profonde en Syrie, ben, ces groupes islamistes allaient gagner. Ils étaient même à deux doigts de rentrer à Damas. Et d'ailleurs, dans le camp de Yarmouk, qui est un camp de réfugiés palestiniens à l'intérieur de Damas, il y avait déjà des troupes islamistes à l'intérieur qui combattaient le Front populaire de libération de la Palestine et d'autres groupes historiques palestiniens. Ouais. Et on revient au même problème. C'est que même les Palestiniens ou les groupes militaires palestiniens se sont rapprochés des islamistes, de nouveau suite à la chute du mur de Berlin. Pourquoi ces militants se retrouvent dans les groupes, dans la mouvance islamiste? C'est parce que comme le nationalisme arabe n'a pas réussi ni à unir le monde arabe, ni à libérer la Palestine. Tout à fait. Comme les groupes progressistes, avec la chute du mur de Berlin, ont fini, eux aussi n'ont pas réussi ni à libérer la Palestine, ni à unir le monde arabe, ni à faire la lutte des classes. Il ne reste plus comme refuge pour cette jeunesse qui a besoin d'espoir que l'islamisme. Que l'islamisme, tout à fait, oui, oui, d'accord. Donc voilà, qui a quand même une source, qui a une origine, d'ailleurs, autochtone, si on peut dire comme ça. Si on enlève le cadre religieux et spirituel, tout au moins, l'islam a quand même vu le jour dans ces pays-là. Donc c'est un refuge pour cette jeunesse de se retrouver dans cet islamisme qui est simple mais pas simpliste, mais qui est fort, qui donne les directives de vouloir libérer le monde arabe sous bien entendu l'islam, mais aussi de libérer la Palestine. Donc l'objectif reste le même. Donc à l'époque, pour revenir à le régime le gouvernement de Bachar al-Assad allait tomber et Damas allait tomber. Alors tout le monde maintenant, et surtout dans les mouvements nationalistes en Europe, tout le monde dit « Ah, les Russes ont sauvé la Syrie ». Ce n'est pas le cas. Parce qu'à l'époque, au début de la guerre civile syrienne, la Russie s'est comportée comme avec la Yougoslavie ou comme en Libye. C'est-à-dire, à l'époque, la Russie a voté toutes les résolutions des Nations Unies contre la Syrie. Lavrov, qui était d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères de Russie,
déclaré à tout le monde que Bachar al-Assad n'était pas leur allié et qu'il n'est pas élu démocratiquement. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Oui, En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est le Hezbollah, le parti de chiites libanais, qui est intervenu en aide de la Syrie parce que Saïd Nasrallah, le chef du parti, a bien vu quel était l'objectif et le véritable objectif de la guerre au Liban. C'est de détruire le Hezbollah et l'axe chiite ou l'axe patriotique de la résistance entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban contre Israël. Israël a essayé de détruire le Hezbollah avec l'invasion du Liban. Ils n'ont pas réussi. Et ils ont essayé de le faire avec la révolution du Cèdre, qui a vu le départ de la Syrie, mais qui n'a pas vu la destruction du Hezbollah. Et Saïd Nasrallah a très bien compris que l'objectif géostratégique de l'appui occidental aux islamistes du califat et de Al-Qaïda à l'époque était en fonction de destruction de l'axe ou de l'alliance entre la Hezbollah, la Syrie, l'Irak et l'Iran. D'ailleurs, n'oublions pas, et ça souvent nos amis l'oublient, c'est qu'en Irak, les Occidentaux ne sont pas intervenus. Quand il y a eu l'invasion, quand il y a eu l'occupation de l'État islamique, ils sont presque arrivés à conquérir tout l'Irak, si tu te souviens. C'est l'Iran et Qassem Soleimani, le général Qassem Soleimani, qui était le général des forces Al-Quds, des Pasdarans, c'est-à-dire des gardiens de la révolution, qui ont fait la reconquête et qui ont défendu l'Irak contre le califat. ouais. Oui, oui, c'est vrai que le califat était vraiment à deux doigts de prendre le contrôle de l'Irak, hein. Ben, ils étaient arrivés aux frontières de Basra, qui est la, Ouais. la, la dernière Qui est quand même au sud de l'Irak, alors. sud de l'Irak, avec la frontière Ouais. irakienne, du Koweït et de l'Iran, et c'était la dernière grande ville d'occupation. Alors c'est un peu plus complexe, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu une alliance entre le califat et les forces restantes du Bas et de l'armée de Saddam Hussein. Mais bien entendu, quand ils sont arrivés à leurs objectifs, les islamistes se sont retournés contre leur allié tactique, contre leur allié des Oui, bassistes, et ils ont c'était les bassistes, enfin ce qui restait des bassistes. et ils les ont tous liquidés. Il n'en Euh, restait pas grand-chose du reste. oui, mais ils les ont tous liquidés. Donc, l'Irak a été sauvé grâce à l'intervention iranienne. À l'époque, les Occidentaux ne sont jamais intervenus en Irak. Et la même chose en Syrie. Tout le monde maintenant se tague d'avoir défendu, de combattre les islamistes en Syrie, mais en réalité, c'est le Hezbollah qui a fourni les troupes. Et cette intervention du Hezbollah a obligé, d'une certaine manière, l'Iran à intervenir. Et c'est après l'intervention de l'Iran, que la Russie a finalement décidé de bouger. C'est pratiquement les Iraniens, comme pays, qui ont pratiquement demandé à la Russie d'intervenir. Et la Russie ne fait que donner un support aérien. Les troupes sont toujours celles du Hezbollah et de l'Iran. D'ailleurs, Oui, il n'y a pas d'engagement terrestre des Russes. il y a eu même une divergence de tactique militaire. Et ça, on l'oublie souvent. Le Hezbollah a retiré pendant 6 mois ses troupes parce que Nasrallah n'était pas content avec les Russes. Parce qu'à l'époque, et il a eu raison, maintenant on va venir à ça, à l'époque, le Hezbollah voulait libérer toute la frontière nord de la Syrie, entre la Turquie et donc La et la Syrie. Syrie, les libérer des groupes et des groupuscules islamistes. Et entre-temps, Poutine a décidé de libérer Palmyre, la ville romaine de Palmyre, qui avait aucun objectif stratégique. Elle se trouve vers la frontière donc, avec l'Irak, dans une partie désertique qui n'avait aucun objectif géostratégique. Oui, c'était en dehors du côté symbolique, c'était pas stratégiquement très important. C'était une histoire de com pour Poutine. Si tu te Hmm. souviens,
il a libéré Palmyre et ils ont fait un concert de musique classique. C'était une histoire de relations publiques. Eh bien, le Hezbollah, après la libération de Palmyre, a suspendu ses activités en Syrie pendant 6 mois quand même. Et d'ailleurs, le Hezbollah avait raison, parce que la tête de pont qui reste maintenant en Syrie, c'est la province d'Idlib, où il y a Et encore, c'est à l'extrême nord de la Syrie. à l'extrême nord de la C'est Syrie, toujours à la frontière turque. toujours à la frontière turque, donc toujours qui résiste Qui toujours. renvoie au jeu très trouble de la Turquie. Et aussi le fait que maintenant l'administration américaine a changé avec Biden, cette tête de pont risque d'être aussi la tête de pont d'une vraie intervention de l'armée américaine en Syrie. Donc, cette erreur stratégique de Poutine peut lui coûter cher. À la place de libérer Palmyre, il aurait peut-être fallu, après avoir libéré Alep, continuer sur cette zone-là et faire un cordon sanitaire entre la Turquie et le reste de la Syrie. La Russie, à l'époque, et tout le monde l'oublie, était content de maintenir sa base de Tartous, donc au port en Syrie, et aurait lâché Bachar al-Assad. Si l'Iran et le Hezbollah n'étaient pas intervenus, la Syrie serait tombée aux mains au début des islamistes et après des occidentaux. Et très certainement, ils auraient bouté par la suite, malgré les accords, les Russes de Tartous. Donc cette guerre continue. Il ne reste plus que la poche d'Idlib, mais on peut dire que pour l'instant, le gouvernement légitime syrien et souverain d'ailleurs syrien, reconnu par les Nations Unies, c'est-à-dire celui de Bachar al-Assad, contrôle 95% de la Syrie utile, c'est-à-dire la Syrie non désertique. Oui. Et où il y a la majorité, où il y a 95% de la majorité de la population, syrienne. Et des richesses produites. Voilà, donc techniquement, la guerre est gagnée. Mais il y a toujours cette tête de pont qui résiste et qui pose problème. Surtout avec la victoire maintenant actuelle de Biden. Oui, tout à fait. On ne peut pas exclure un retour d'intervention américaine à partir de cette base. Donc c'est à suivre et à voir. Je pense que tu voulais nous parler de Houellebecq. Compte tenu de ce que, bon, l'émission là est passionnante et déjà assez longue, on va réserver Houellebecq pour une prochaine fois. Il y aura des tas de choses à dire. Nos amis, nos auditeurs peuvent lire, par exemple, La carte et le territoire, qui n'est pas le dernier Houellebecq, mais qui est un des très bons Houellebecq. Tu vas nous en parler. Très bons Houellebecq, qui n'est pas sans humour par ailleurs. On reviendra sur cet écrivain qui est aussi un critique du monde moderne, hein, et on soulignera à la fois sa pertinence, son humour et ses clins d'œil parfois très iconoclastes. Donc on peut conclure ici notre émission. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent s'abonner à la chaîne. Ils peuvent commenter cette émission dans le champ de commentaires sur notre chaîne YouTube. Et à la prochaine. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.